Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire proposé par le réseau ENIBC+. Pour rappel, c'est un réseau qui fédère des chercheurs autour des effets non intentionnels des biocontrôles, que ce soit en santé végétale, santé animale et santé humaine sur le côté vectoriel, enfin lutte antivectorielle. Je remercie beaucoup Laure et Marcel de s'être connectés et de prendre ce temps de nous faire un retour avec un focus plus biocontrôle. Puisque ça fait partie d'UNESCO, qui a été coordonnée par l'INRAE et l'IFREMER, qui était beaucoup plus large, donc sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui a été rendu en mai 2022. Et pour information, donc, cette présentation est enregistrée, donc il sera possible de la retrouver normalement en replay sur le site du réseau ENIBC+. On verra en fonction du nombre de questions, mais pour l'instant, je propose de bien poser vos questions par écrit. S'il y en a trop, j'essaierai de les rassembler. Sinon, on pourra même peut-être prendre la parole. Pour l'instant, ça me paraît faisable vu le nombre de participants. Alors, pour vous présenter, la présentation d'aujourd'hui va vous être faite par Laure Mamy, qui est DR INRAE à l'UMR Ecosys à Palaiseau, et par Marcel Amichaud, qui est CR INRAE à l'Institut Sophia Agrobiotech, donc à Sophia Antipolis. Et ils vont nous présenter ce focus uniquement biocontrôle, donc on a intitulé Solutions de biocontrôle, devenir dans l'environnement et impact écotoxicologique. Voilà, je vous laisse la parole, Laure et Marcel, et donc environ 30 minutes de présentation, questions à la fin de la présentation, et pour rappel, donc la présentation est enregistrée. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, j'arrive, faut que je rattrape la fenêtre qui va bien de LibreOffice. Voilà, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est Parfait. bon. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je vais faire la première moitié de cette présentation et puis Marcel prendra le relais au milieu. Donc voilà, on va passer rapidement sur l'outil. Donc comme Christophe vous l'a rappelé, c'est un travail qui a été réalisé au sein de l'ESCO par un groupe de travail qui est constitué de plusieurs experts et qui était donc focalisé sur le biocontrôle. Tu peux passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Suivante. Donc, un contexte très général que vous connaissez tous parfaitement, c'est que bien sûr, il est essentiel de préserver la biodiversité et les services écosystémiques, donc aussi bien pour le développement durable que le bien-être humain. Et on sait depuis de nombreuses années qu'il y a eu une érosion sans précédent de la biodiversité et que par ailleurs, cette érosion de la biodiversité, elle est en partie due à la pollution chimique et notamment aux produits phytopharmaceutiques. Bien sûr, il y a d'autres causes du déclin de la biodiversité, comme la destruction des habitats due à l'intensification agricole, à l'urbanisation, ainsi qu'au changement climatique et à la présence d'autres polluants. Mais en tout cas, les produits phytopharmaceutiques sont une des causes du déclin de cette biodiversité. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu une expertise scientifique collective qui a été menée de 2020 à 2022 et qui portait, comme Christophe l'a rappelé, sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Diapositive suivante. Donc, je rappelle juste en une diapositive quel était le périmètre de cette expertise, qui était donc assez large. Vas-y, tu peux afficher. Donc, elle était focalisée sur les produits. Tu peux, vas-y, oui, affiche tout, merci beaucoup. Elle était focalisée sur les produits phytopharmaceutiques aussi bien conventionnels que sur les produits de biocontrôle. Donc, sur le contexte métropolitain ainsi que sur les outre-mer. Nous avons pris en compte les zones agricoles et les zones non agricoles et donc l'ensemble des milieux environnementaux, donc le milieu aérien, le milieu terrestre, le milieu marin et les milieux dulsacvicoles. Je peux continuer à afficher, merci beaucoup. Et donc dans cette expertise, il s'est agi d'étudier la contamination de tous ces milieux par les produits phyto, le transfert de ces produits phyto dans l'environnement et les aménagements qui existent pour réduire les transferts et les impacts des produits phytopharmaceutiques. Nous avons étudié leurs effets sur les producteurs primaires, les micro-organismes, les invertébrés et les vertébrés terrestres et aquatiques. Nous avons aussi regardé la propagation des effets des produits phyto au sein des réseaux trophiques, leurs effets sur les services écosystémiques. Nous avons regardé en particulier les effets du biocontrôle, les impacts des biocontrôles sur la biodiversité, et puis il y avait aussi un groupe de travail dédié à la modélisation des effets des produits phyto et à leur réglementation.
Donc, tu peux afficher la suite. Bien évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le biocontrôle. Donc, tu peux afficher la suite. Bon, ça, je ne vais pas le redéfinir, donc tu peux passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Donc, dans le groupe qui était particulièrement dédié au biocontrôle et que donc Marcel a coordonné, l'objectif principal du travail, c'était de déterminer la durabilité des solutions de biocontrôle. Et donc, dans ce cadre, l'approche qui a été choisie, c'était de réaliser une synthèse bibliographique qui portait sur la contamination de l'environnement par les solutions de biocontrôle, le devenir des solutions de biocontrôle dans l'environnement, leurs effets écotoxicologiques sur la biodiversité et leurs effets comparés à ceux des effets des produits phytoconventionnels. Donc, d'un point de vue schématique, ce qu'on a regardé, c'est quel était le devenir des solutions de biocontrôle dans l'environnement, donc les processus notamment de rétention et de dégradation, de volatilisation, de transfert vers les différents compartiments de l'environnement, ce qui induit ensuite une contamination des milieux. Et donc, par la suite, tu peux afficher. Lorsque les milieux sont contaminés, il va y avoir donc une exposition des organismes qui y vivent, avec potentiellement des effets, donc des impacts de ces produits sur la biodiversité. Donc, diapositive suivante. Donc, tu peux aller à la suite, merci. Donc, un petit rappel sur les solutions de biocontrôle et en particulier dans le cadre de la France. Donc, actuellement, c'est ce que l'IBMA a démontré, c'est que c'est un marché qui est en plein essor. Donc, en 2020, ça représentait environ 12% du marché des produits phyto. Et les projections montrent que le biocontrôle pourrait atteindre 30% du marché de ces produits en 2030. Donc, suivant. Donc, globalement, ce sont surtout les substances naturelles qui sont actuellement utilisées et vendues, suivies des médiateurs chimiques et puis des macro-organismes et des micro-organismes, sachant que c'est le soufre actuellement qui est le produit de biocontrôle le plus utilisé, donc ce qui n'est pas très surprenant. Ensuite, tu peux afficher les voilà. Et vas-y, continue à afficher. Merci. Donc, si on s'intéresse ensuite au nombre de solutions disponibles en fonction du type d'usage, donc actuellement, ce qu'il y a le plus en vente, ce sont des fongicides, suivis des insecticides. Donc, et en particulier, il y a beaucoup de macro-organismes qui sont utilisés en tant qu'insecticides. Et en revanche, ce qu'on voit sur ce diagramme, c'est qu'il y a actuellement très peu de solutions herbicides de biocontrôle, puisqu'en fait, il n'y a que 4 substances qui sont dédiées. C'est donc des substances naturelles. Ce sont par exemple l'acide pélargonique ou l'acide acétique et les acides gras en général. Et donc, finalement, c'est actuellement un problème. On manque de solutions herbicides de biocontrôle. Schéma suivant, merci. Et si on s'intéresse aux ventes, donc actuellement, ce sont les insecticides qui sont les plus commercialisés en termes de biocontrôle, suivis des mollusquicides, des fongicides, donc des autres usages type mollusquicides, acaricides, et donc bien évidemment, les herbicides représentent une faible proportion du marché des produits de biocontrôle, aussi parce qu'il y a peu de solutions disponibles. Donc, diapositive suivante. Ouais, tu peux y aller. Donc, pour constituer le corpus bibliographique, on a défini des requêtes et un certain nombre de mots-clés associés. Donc, la première grande requête, c'était une requête assez générale, avec des mots-clés qui étaient assez peu spécifiques par rapport au biocontrôle, donc des mots-clés type biological control, biocontrol, semiochemical, etc. Ensuite, on a constitué une deuxième requête qui, elle, était focalisée sur les micro-organismes, les substances naturelles et les médiateurs chimiques. Et donc, pour définir les mots-clés associés à cette requête, on s'est basé sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle qui est établie donc, mensuellement par la DGAL. Et donc, on a listé directement toutes les substances et tous les micro-organismes de biocontrôle qui figurent dans cette liste. Ensuite, pour la troisième requête, elle était focalisée sur les macro-organismes. Et là, donc, on s'est basé sur notamment les différents avis de l'ANSES concernant les macro-organismes. Ensuite, sur les décrets qui listent les macro-organismes indigènes qui sont autorisés, et puis sur la bibliographie. Et donc là, de même, on a listé les noms des macro-organismes qui peuvent être utilisés en biocontrôle. Donc la suite. Donc ensuite, on a utilisé le Web of Science pour faire ces recherches bibliographiques. Donc la première requête a généré presque 47 000 articles. La seconde requête, de presque 230 000. Et la troisième requête, environ 7 000 articles. Donc, bien évidemment, c'était impossible à étudier. Donc, on a combiné ces requêtes entre elles. Donc, en combinant la requête générale avec la requête micro-organismes, substances naturelles, médiateurs chimiques, on a abouti à environ 3 700 articles. En combinant la requête 1 avec la requête macro-organismes,
on est arrivé à environ 2000 articles, et donc ce qui a produit un total de 5500 articles. Donc on a analysé, on a fait un premier tri en regardant les titres et puis les résumés. On a également ajouté à cet ensemble d'articles des articles pertinents connus de l'ensemble des experts qui n'étaient pas ressortis via les requêtes, ainsi que des rapports de la littérature grise. Et puis on a fait donc une mise à jour de cette recherche bibliographique jusqu'en février 2002. Et donc au final, on a identifié 4662 articles pertinents, qui répondaient aux critères que l'on avait établis. Et donc, après lecture et analyse de ces articles, on en a retenu 482. Parce qu'en fait, tu peux afficher aussi la suite, merci beaucoup. En analysant ces 4600 articles, on s'est rendu compte que finalement, il y avait énormément d'articles qui étaient plutôt focalisés sur la production, l'amélioration, l'utilisation ou l'efficacité des solutions de biocontrôle. Et donc, ce n'était pas du tout l'objectif de ce travail, puisque nous, ce qu'on cherchait à déterminer, c'était l'impact de ces solutions sur l'environnement et sur la biodiversité. Donc voilà, donc au final, on a retenu 482 articles. Donc tu peux passer. Alors si on analyse à peu près la répartition de ces articles, donc on s'est aperçu qu'en fait, la majeure partie d'entre eux étaient focalisés sur les insecticides et les fongicides, qu'en revanche, il y avait très peu d'articles en lien avec les herbicides ou les molluscicides, par exemple. Et donc finalement, pour les herbicides notamment, c'est cohérent avec le nombre de solutions disponibles et les ventes, puisqu'il y a très peu d'herbicides et très peu d'herbicides vendus. Donc il y a une cohérence quand même entre le nombre d'articles qu'on trouve dans la bibliographie et l'utilisation de ces solutions de biocontrôle, sauf pour les molluscicides, parce qu'ils représentent quand même un pourcentage important des ventes de produits de biocontrôle, donc c'est essentiellement le phosphate ferrique, mais il y a peu d'articles dans la bibliographie sur ce type d'usage. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet des résultats, et pour commencer, concernant la contamination du milieu par les produits de biocontrôle. Donc d'une manière générale, ce que l'analyse de la bibliographie a montré, c'est qu'elles sont très rarement recherchées dans l'environnement, ces solutions, que ce soit les substances naturelles ou des organismes. Et d'autre part, il y a aussi la difficulté que certaines substances naturelles sont déjà présentes dans l'environnement, donc comme les acides gras ou le kaolin, par exemple. Et donc, bien évidemment, c'est très difficile de déterminer la fraction qui provient d'un traitement agricole, par exemple, par rapport à la fraction naturelle qui est déjà présente dans le milieu. Et puis en plus, il y a des substances, notamment des substances naturelles de biocontrôle, qui sont difficiles à analyser d'un point de vue analytique, comme la farine de sang, la graisse de mouton ou l'huile de poisson. Donc en fait, il y a quand même une difficulté à rechercher ces substances dans l'environnement. Donc il y a quand même quelques résultats qu'on va vous présenter dans la diapositive suivante. Vas-y, tu peux afficher. Donc d'une manière générale, ce que l'analyse de la bibliographie a montré, c'est qu'il n'y a aucune donnée de contamination du sol ou de l'eau par les solutions de biocontrôle. Donc on ne sait pas, ces substances-là, enfin tout ça, ces agents de biocontrôle ne sont pas recherchés ni dans le sol ni dans l'eau. Dans l'air, on a trouvé quelques résultats. Donc, par exemple, l'ANSES avait souligné déjà il y a quelques années l'importance de rechercher, par exemple, l'abamectine dans l'air, parce que c'est donc une substance naturelle insecticide avec des propriétés qui sont assez toxicologiques et écotoxicologiques qui sont assez importantes à prendre en compte, sauf qu'il y a des difficultés analytiques pour le moment et qu'on ne peut pas encore mesurer cette substance dans l'air. Il y a quand même les associations agréées de qualité de l'air en France qui font des recherches de pyréthrine notamment dans l'air et actuellement elles n'ont pas été détectées. Enfin, les concentrations étaient inférieures à la limite de détection. Et aux États-Unis, on a trouvé une étude qui s'était attachée à mesurer les concentrations en phéromones dans l'air plusieurs heures après le retrait des systèmes de diffusion, et donc ces phéromones ont été détectés. Ensuite, tu peux afficher. Donc il y a eu des mesures dans les litières de feuilles du Bacillus thuringiensis et de ses toxines, et qui a démontré que ces substances-là, ces composés, par micro-organismes plutôt, étaient retrouvés plusieurs mois dans ces litières après le traitement. Et encore un dernier résultat qui ont montré que dans les forêts, le BT et les toxines étaient aussi détectés 28 mois après le traitement, donc ce qui montre quand même une persistance assez importante de ces substances. Donc voilà, résumé ici, l'ensemble des résultats qu'on a trouvés concernant la contamination de l'environnement par les solutions de biocontrôle. On va passer à la suite, concernant donc le devenir de ces solutions dans l'environnement. D'abord, concernant les substances naturelles. Donc, il y a eu l'analyse de la bibliographie qui a montré, tu peux afficher. Voilà, donc on s'est d'abord attaché à rechercher les durées de demi-vie de dégradation, en particulier dans le sol, des substances naturelles. La DT50, donc, qui est en fait un point final, un paramètre assez intéressant pour évaluer la persistance d'un composé dans le sol et dans l'environnement en général.
Donc, les données qu'on a pu trouver montrent, comme c'est indiqué sur ce schéma en box-plot, que la variabilité des DT50 des différentes substances est assez variable, que dans l'ensemble, quand même, la plupart des substances sont peu persistantes dans l'environnement, mais qu'il y a quand même certaines substances qui le sont de façon importante, comme les phosphonates. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que quand ces substances se dégradent dans l'environnement, elles peuvent engendrer des produits de transformation qui peuvent être plus persistants ou voire plus toxiques. Ensuite, un autre paramètre intéressant à regarder, c'est la mobilité des substances dans le milieu, donc qui sont caractérisées généralement par un coefficient d'absorption dans le sol. Et donc, ce que ce box-plot montre, c'est que la mobilité des substances est assez variable d'une substance à l'autre. Certaines sont immobiles dans le sol, donc elles ne vont pas trop bouger, avec un risque assez faible de transfert vers les eaux souterraines. En revanche, il y a quand même un risque de transfert par érosion et ruissellement vers les eaux de surface. En revanche, d'autres substances sont très mobiles dans les sols, comme l'acide acétique, et donc là, un risque important d'atteindre les eaux souterraines. Mais dans l'ensemble, tu peux afficher la suite, il y a quand même très peu de données encore concernant la mobilité et la persistance des substances naturelles dans l'environnement. Donc, il y a beaucoup de recherches qui restent à faire dans ce domaine. Donc voilà pour les substances naturelles. Maintenant, dans la diapositive suivante, ce qui concerne, tu peux afficher les micro-organismes. Donc là, les résultats qu'on a trouvés dans la bibliographie montrent que dans l'ensemble, les insecticides à base de champignons tendent à être persistants dans l'environnement, de même que les insecticides basés sur Bacillus thuringiensis. En revanche, les fongicides à base de champignons et de bactéries ne sont pas trop persistants dans le milieu. Concernant les macro-organismes, donc leur persistance à court terme, elle est bien caractérisée et bien connue parce que c'est ce qui va déterminer l'efficacité du macro-organisme. En revanche, leur persistance à long terme, pour l'instant, reste très mal connue. Et concernant les médiateurs chimiques, il n'y a aucune donnée sur ces phéromones ou chéromones concernant leur devenir dans l'environnement, leur persistance éventuelle. Et donc, dans l'ensemble, l'analyse de la bibliographie montre qu'on manque encore de données pour caractériser le devenir des micro-organismes, macro-organismes et médiateurs chimiques dans l'environnement. Et donc, on va passer maintenant à la suite et je laisse la parole à Marcel. Merci Laure. Donc, on va parler maintenant de plus de biologie, si je puis dire. Et donc, on va considérer d'abord les micro-organismes et leur impact sur la biodiversité. Et là, je le dis en préambule, mais ça sera vrai pour les diapositives suivantes. Il y a des termes génériques qui sont employés comme bactéries ou champignons. Alors, ça couvre tout un tas de choses très différentes. Bactéries, c'est principalement Bacillus thuringiensis, mais pas seulement. On a aussi Trichoderma. Non, c'est un champignon, pardon. Donc, on a principalement BT. Et en champignon, par contre, on a Beauveria, Metarhizium, principalement, mais pas seulement. J'y reviendrai ensuite. Et donc, c'est une diapositive très synthétique qui est codée en couleurs, donc en rouge les effets négatifs. Donc, par exemple, les champignons à vocation insecticide interagissent négativement, c'est-à-dire sont délétères pour les nématodes entomopathogènes. En vert, on n'a pas d'effet. Et dans la diapo suivante, on verra qu'on peut avoir aussi des effets positifs. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que bactéries et champignons sont des termes qui recouvrent plusieurs espèces. Et même en considérant uniquement Bacillus thuringiensis, par exemple, on a aussi des effets spécifiques aux souches. Donc, par exemple, là, on a bactéries qui peuvent être sans effet sur l'abeille, mais par contre, avoir des effets négatifs sur larves d'insectes. Alors, c'est des termes très génériques, je le rappelle. Donc, le détail, en fait, est présenté dans l'expertise collective. Il y a le lien à la fin du diaporama. Donc, un focus là sur Bacillus thuringiensis qui montre bien la variété des effets, donc négatifs sur certains arthropodes qui sont en fait des sources de nourriture pour oiseaux, donc on a un impact sur les oiseaux indirect, mais quand même. On a aussi des effets délétères sur le développement de la drosophile, sur les micro-organismes du sol, par compétition vis-à-vis des ressources. On peut observer une absence d'effet
sur certains organismes, mais BT est décrit aussi pour interagir, bien évidemment, avec aussi des agents de biocontrôle. Alors, je dis bien évidemment parce que je pense aux parasitoïdes, où on peut observer une baisse du taux d'émergence de ces organismes. On a observé aussi, dans un cas particulier, une augmentation de la durée de vie des parasitoïdes quand on ajoute les spores de BT à la nourriture fournie au trichogramme. C'est pas évident à expliquer, mais enfin, personnellement, je pense que c'est l'apport de protéines dû au sport qui augmente la viabilité des trichogrammes. Le miel tout seul, bon, c'est pas forcément top, en fait. Pas d'effet sur des nématodes entomopathogènes ici. Non, un effet négatif, pardon, excusez-moi, et pas d'effet sur d'autres intervenants du biocontrôle. Donc, en résumé, une grande complexité des interactions. Et en conclusion, donc, on a observé, sauf pour BT, un impact limité sur les micro-organismes du sol. Même si BT peut persister, ça ne perturbe pas de façon dramatique la biodiversité du sol, peut-être parce que BT déjà naturellement est présent dans le sol. Par contre, les champignons, eux, peuvent avoir des effets sur différents organismes. Et en fait, là, c'est intéressant parce que depuis, il y a des publications qui sont sorties. Là, je fais un peu un diverticule par rapport à l'expertise, où on décrit un effet insecticide de trichoderma. Et en fait, cet effet insecticide est dans un papier extrêmement récent est décrit pour être lié à un effet sur le microbiome intestinal de l'insecte considéré dans le papier. Et en fait, on a une dysbiose qui provoque in fine la réduction de la population des insectes ravageurs de la plante. Donc, à l'époque enfin, et même maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'impact des micro-organismes sur la biodiversité est relativement mal connu. Quant à l'impact des virus, on n'a rien. Invasion du sol ou de l'environnement par les micro-organismes, on ne connaît pas bien non plus. Les effets cocktails, de la même façon, gros déficit de connaissances. Et évidemment, au final, on a très peu de données sur les fonctions, les services écosystémiques quant à l'impact des micro-organismes. Pour les macro-organismes, on a plus de matière. Et on a observé ici aussi des effets qui sont apparemment contradictoires, notamment entre prédateurs et parasitoïdes. Mais là aussi, l'absence d'interaction, des interactions négatives ou des interactions positives dépendent éminemment des espèces considérées, que ce soit en prédateur ou en parasitoïde. Sinon, on a observé des choses intéressantes. Les prédateurs, évidemment, quand la nourriture, quand l'organisme à consommer se fait rare, on peut avoir du cannibalisme, des interactions intra-guildes, c'est-à-dire qu'un prédateur va manger un autre prédateur s'il n'y a plus de nourriture. On peut avoir aussi hybridation avec des espèces indigènes suite à des lâchers, comme avec les parasitoïdes. Alors, ça peut paraître comme ça, dire, bah oui, on lâche des coccinelles, elles vont s'hybrider, se croiser avec les populations indigènes. Ça peut être embêtant dans la mesure où on sait que les conditions d'élevage de ces auxiliaires peuvent induire des modifications dans leurs préférences
de consommation de proies ou d'autres. Et donc, ça peut modifier en fait le comportement des espèces ou des populations indigènes. On peut observer du superparasitisme avec les parasitoïdes et aussi des interactions négatives avec prédateurs champignons entomopathogènes, non positifs, pardon, je ne me suis pas fait au code couleur, des interactions positives avec les champignons entomopathogènes, c'est-à-dire le système d'élimination des ravageurs est plus efficace, et de la même façon avec des nématodes entomopathogènes. Par contre, les parasitoïdes n'aiment pas les hôtes qui sont déjà infectés par des nématodes. Donc, on a toute une palette d'effets très riche. Alors, c'est très intéressant à lire, mais tirer des conclusions générales, c'est aussi assez compliqué au final. Et je ne sais même pas si c'est possible, en fait. Alors, évidemment, on a l'exemple d'Harmonia xyridis, pour laquelle on n'a trouvé que des effets négatifs. Donc, prédation intragrile, cannibalisme, invasion, due principalement en fait, au fait qu'elle est capable de se reproduire tôt dans la saison et pendant une longue période sur l'année, ce qui fait que quasiment mécaniquement, en fait, elle a tendance à, voilà, à réduire la biodiversité des espèces natives en occupant le terrain. Et bien évidemment, Harmonia xyridis est une belle illustration pardon, de ce qui doit être évité en matière de biocontrôle. Donc pour les macro-organismes, on a plus de littérature, mais qui en fait montre une grande complexité des modes d'action et donc une difficulté à avoir une vision générale de la situation. On peut avoir des interactions donc, entre prédateurs et organismes indigènes, qu'elles soient directes ou indirectes. Et on peut aussi observer des changements d'hôtes pour les parasitoïdes ou de proies pour les coccinelles. Ce changement d'hôte étant probablement dû en fait, aux conditions d'élevage en masse. Les effets cocktails sont peu ou pas documentés, et de même pour les effets sur les fonctions et services écosystémiques. Alors, pour les substances naturelles, là, on n'a plus affaire à du vivant en termes d'agents de biocontrôle. Avec la bamectine et le spinosade, on a beaucoup d'effets négatifs répertoriés. Et en fait, ce n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où la bamectine, d'une part, et le spinosade, d'autre part, sont des toxines neurotoxiques et chacune d'entre elles a pour cible la même cible que, alors pour la bamectine, ça va être le fipronil, sauf erreur de ma part, et pour le spinosade, c'est l'imidaclopride. Donc, ce n'est pas surprenant de voir autant d'effets négatifs. Et là, en plus, la plupart des références ici sont liées à des effets neurotoxiques uniquement. Pardon, pourquoi ça m'a fait ça? On peut développer le même raisonnement pour les pyréthrines qui partagent la même cible que les pyréthrinoïdes ou le DDT. Et en fait, on retrouve ici, certes, on a l'avantage de la sélectivité de mode d'action de ces produits, mais du coup, on a aussi l'inconvénient lié à cet avantage. La spécificité est un avantage, mais aussi un inconvénient dans la mesure où les cibles de ces produits sont présentes dans quasiment tout le règne animal. En tout cas, dès qu'on a un système nerveux élaboré. L'huile de paraffine, elle, a absolument aucune spécificité.
de modes d'action, comme le soufre. Et donc, on a des effets, je dirais, diffus en termes d'écotoxicité. Sachant qu'en plus, abamectine et spinosade présentent l'inconvénient d'être assez stables dans l'environnement. D'où l'écotoxicité élevée de ces deux produits. Donc, au final, on a assez peu de données, à part pour l'abamectine, le spinosade, sur l'impact des substances naturelles sur la biodiversité, les effets chroniques, les effets cocktails a fortiori, et donc toujours, au final, assez peu de données sur les fonctions et services écosystémiques. Pour les médiateurs chimiques, on va gagner du temps. Là, on n'a aucune donnée. Donc ça, c'était une question qui nous était posée aussi, c'est comparer, trouver les données et comparant les effets des solutions de biocontrôle aux produits de phytoprotection conventionnelle. Alors, en termes de micro-organismes fongicides, on a pas mal de choses. On a Bacillus thuringiensis, enfin, on a pas mal de choses. On a un certain nombre d'articles qui n'est pas foufou quand même, hein. Et on a aussi Bacillus thuringiensis en tant qu'insecticide. Si, l'huile de paraffine aussi. Et en substance naturelle, d'ailleurs, l'huile de paraffine, bon, enfin bref. En substance naturelle, le spinosade a été pas mal étudié, la bamectine, mais justement pas mal étudié. Là aussi, on a peu d'articles. Mais on a des données parce que voilà, ils partagent des modes d'action très similaires aux pesticides de synthèse. Donc là aussi, on a besoin de beaucoup de données qui manquent cruellement. Donc en conclusion, malgré le grand nombre de volumes, le grand nombre d'articles, pardon, qu'on a récupérés, grand nombre par rapport au nombre d'experts que nous étions, finalement, il y a assez peu de résultats dans la bibliographie. Alors, très peu de résultats, surtout si on pense à tout ce qu'on connaît des pesticides de synthèse, puisque là, c'est plusieurs décennies de travaux avec un nombre élevé de chercheurs. Et malgré tout ça, en fait, on est loin d'avoir une vision complète de la situation. Alors, avec le biocontrôle, c'est évidemment bien plus, enfin grave, c'est pas le mot, mais on a un déficit de connaissances bien plus important. Donc, pour les micro-organismes, on se pose des questions notamment sur la biodiversité du sol et les espèces non indigènes. Est-ce qu'elles sont de nature envahissante ou pas? Pour les macro-organismes, on a des questions quand même quant à la persistance à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années des agents de biocontrôle qui ont été lâchés. Parfois, ce déficit est dû tout simplement à un défaut de financement pour réaliser ces études à long terme. Ce n'est pas forcément une question de volonté des chercheurs. On a des effets directs, indirects. Et en fait, pour micro et macro-organismes, on a beaucoup de résultats très différents, très disparates, parce qu'on a un effet espèce, d'une part, et d'autre part, un effet souche qui peut être assez important. Et pour les substances naturelles, à part quelques-unes qui ont en fait des modes d'action proches des pesticides neurotoxiques, on a relevé une faible écotoxicité par rapport aux produits conventionnels.
et une persistance assez limitée dans l'environnement. Ceci étant, on manque de données quant à la contamination de cet environnement par les substances naturelles. Médiateur chimique, ben voilà. Et donc, au final, le biocontrôle, c'est une alternative prometteuse aux pesticides conventionnels, à nuancer cependant selon le type de solution choisie. Et de nombreuses recherches restent à mener concernant tous les points listés au-dessus, sachant que le but du jeu est d'assurer la pérennité des solutions de biocontrôle et d'éviter de se retrouver avec ces solutions devant des problèmes plus ou moins similaires à ce qu'on a obtenu avec les produits conventionnels, puisque beaucoup d'entre eux sont interdits à cause de leur toxicité chronique et des effets non intentionnels qu'ils peuvent avoir. Donc la diapo sur les remerciements, on a un certain nombre de personnes. Bon, dans le bâtiment, moi j'ai discuté avec Nicolas Riss qui m'a donné des clés extrêmement précieuses pour appréhender la question concernant les macro-organismes. Thierry Caquet et Guy Richard aussi, qui ont été des moteurs importants dans la réalisation de cette expertise. Laure, en tant que pilote de notre groupe, qui a été aussi très précieuse, et les deux autres pilotes, et ça y est, les noms m'échappent. Stéphane Pess pour INRAE et Wilfried Voilà. Sanchez Et pour… Wilfried, j'avais Wilfried et c'est Stéphane qui me manque. Pardon. Tu lui répéteras pas, hein, alors. Non, non, c'est pas enregistré de toute façon, t'inquiète pas. Ouais, il faudra couper au montage. Et donc ensuite, il y a un certain nombre de références. Donc ici, les liens concernant l'expertise. Donc il y a une synthèse, il y a un résumé ici. La synthèse est ici, je crois, et l'expertise totale, voilà, 1408 pages ici. Donc pour les lecteurs courageux. Et donc les références citées enfin relatives à cet exposé. Et donc maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions.